Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Nous vous proposons aujourd'hui le parcours libriste de Thierry Noisette, journaliste chez Nouvel Obs, contributeur de longue date à Wikipédia et fin observateur des actualités autour du logiciel libre et de la culture libre depuis 15 ans avec son blog L'Esprit Libre. Avec également au programme l'exposition Source Code Exhibition de Software Heritage et aussi l'obsolescence de Murphy. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 21 avril 2026, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabelle Avani. Salut Isa. Salut Étienne et bonne émission. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Pépite libre. Jean-Christophe Becquet, administrateur de l'April, nous propose une ressource sous licence libre. Texte, images, vidéos ou bases de données, sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Les auteurs et autrices de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. Jean-Christophe, qui aujourd'hui va nous proposer une pépite libre sur un projet qu'on aime beaucoup à l'April, Software Heritage. Software Heritage, d'ailleurs, qu'on avait déjà eu le plaisir de recevoir dans Libre à vous à deux occasions. En 2019, plus ou moins au moment de la création de ce super projet dont Jean-Christophe va nous parler dans quelques instants. Donc en 2019, c'est l'émission 13. On avait reçu Roberto Di Cosmo, qui est à l'origine de ce projet. Et en 2022, à nouveau, avec Moran Ottilia Grunpeter, ingénieur en informatique et spécialiste des métadatas chez Software Heritage. C'est l'émission 134 et donc ce projet continue, il nous propose une exhibition. Jean-Christophe, j'ai plaisir de te laisser la parole. Merci, je vous présente aujourd'hui l'exposition Source Code Exhibition. Cette exposition a été inaugurée au siège de l'UNESCO pour les 10 ans de Software Heritage en janvier 2026. Il s'agit d'une exposition consacrée au code source de logiciels. Avec Software Heritage, Roberto Di Cosmo s'est donné pour mission de collecter et de préserver l'ensemble des codes sources de logiciels disponibles sur la planète. Software Heritage était le sujet principal de notre émission Libre à vous numéro 13, diffusée le mardi 12 février 2019. Je vous invite à écouter le podcast ou lire la transcription. Cette émission n'est d'ailleurs pas la seule occurrence du directeur de Software Heritage sur le site Libre à lire de l'April. Je vous ai mis le lien pour retrouver directement les transcriptions de Roberto Di Cosmo dans les références de ma chronique sur la page de l'émission libreavou.org/274. J'affectionne particulièrement les conférences de Roberto. J'ai sélectionné à titre d'exemple son intervention intitulée « Vers un pilier logiciel de la science ouverte » aux Open Science Days à l'Université Grenoble-Alpes en 2022. Mais revenons à l'exposition Source Code Exhibition. Elle est structurée en 3 parties. Le code source comme témoignage historique, le code source comme miroir de la société, le code source comme artefact culturel. L'exposition est disponible en français et en anglais. Elle est partagée sous licence libre Creative Commons by. Je vous propose à présent d'explorer ensemble quelques extraits de ce travail. L'exposition montre des codes sources en forme d'ASCII art, c'est-à-dire qui utilisent la disposition des caractères pour produire un motif graphique. J'ai aussi trouvé fascinant et très esthétique le code source en rivulette, un langage de programmation inspiré par la calligraphie, le dessin de labyrinthe et les alphabets imaginaires de la science-fiction. Une contribution de Nanako Shiraishi
une développeuse japonaise, qui a ajouté une fonctionnalité au code source du logiciel Git, illustre comment les programmeurs écrivent des programmes non seulement pour résoudre les problèmes des autres, mais aussi pour améliorer leur propre vie. En partageant leur travail comme logiciel libre, ils aident des millions d'autres développeurs dans la même situation. Rappelons au passage que Git est un logiciel de gestion de version décentralisée, très utilisé pour développer et maintenir du code à plusieurs. Et comme l'April fait bien les choses, vous avez l'émission Libre à vous numéro 160 du mardi 29 novembre 2022 qui vous explique les logiciels de gestion de version décentralisée et les forges logicielles. Une autre section de l'exposition porte sur le code source intégré dans des processus guidant des décisions vitales. Ces programmes qui accompagnent désormais le diagnostic du cancer, la découverte de médicaments et le dépistage reflètent notre dépendance croissante aux machines. Cette transformation de la biologie vers les données, de l'observation humaine vers l'analyse computationnelle, impacte notre compréhension de la pratique médicale, où des fragments de code, une fois mis à l'échelle, portent à la fois un pouvoir et une responsabilité éthique. Ces considérations autour de la santé me rappellent une chronique précédente sur un projet toujours d'actualité, Open Insuline, ouvrir la science pour sauver des vies. J'ai gardé pour la fin une citation qui rejoint très bien, selon moi, la raison d'être de l'April. Les programmes informatiques ne sont jamais neutres, mais incarnent des visions politiques particulières. Merci Jean-Christophe, et je pense que cette citation, si jamais elle ne l'a pas été, en tout cas est d'une actualité très très vive dans cette année 2026 et la période que nous vivons. En tout cas, merci pour cette nouvelle pépite. Encore un grand bravo à toutes les personnes qui constituent l'équipe Software Heritage, un projet vraiment génial, remarquable, ouais, c'est le terme. Et j'ai plus qu'à te remercier Jean-Christophe et à te souhaiter une belle suite de journée, et puis à bientôt pour une nouvelle pépite libre. Belle émission et le bonjour à Thierry. C'est transmis. À bientôt, au revoir. Salut Jean-Christophe. Nous allons à présent faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous découvrirons le parcours libriste de Thierry Noisette, que j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio. Avant cela, nous allons écouter In the Dark par Two Bullets for the Devil. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Shadows growing longer, the world is getting dark. The good and the righteous are looking there from those. You better run when the shadows come to life. You better run when the shadows come to life. Something's moving out there, creeping in the night. Can you feel the hunger? Can you feel the lust? You better run when the shadows come to life. You better run when the shadows come to life. Bones are broken, curses spoken, hearts are weakened, God forsaken, cups are filled and blood is spilled, violence split, a thread is slit in the dark, in the dark. Run, run, little girl, run. Move your feet as fast as you can. Run, 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 little girl, run. Run, or you'll be dead. Run, or you'll be dead. The world lies in darkness, the witching hour has come. No one's really safe now, 'cause something's on the hunt. You better run when the shadows come to life. You better run when the shadows come to life. The wicked and the restless are out there in the night. A flinch and they'll be missing, and then they'll be gone. You better run
when the shadows come to life. You better run when the shadows come to life. Bells are broken, curses spoken, hearts are aching, half forsaken, cups are filled and blood is spilled. Lies spilled, our friend is left in the dark, in the dark. Run, 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 little girl, run. Move your feet as fast as you can. Run, 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 little girl, run. Run, or you'll be dead. Run, or you'll be dead. Nous venons d'écouter In the Dark par Two Bullets for the Devil, disponible sous licence libre Creative Commons Partage dans les mêmes conditions. C'est Sebayessa. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons poursuivre par notre sujet principal. Alors, notre sujet principal porte aujourd'hui sur le parcours libriste de Thierry Noisette, journaliste Nouvelle Obs, contributeur de longue date à Wikipédia et fin observateur des actualités autour du logiciel libre et de la culture libre depuis plus de 15 ans à travers son blog L'Esprit Libre. Et d'ailleurs, on commençait déjà à discuter avec Thierry, heureusement qu'Isa veillait au grain depuis la régie pour me faire signe de la fin de la pause musicale. N'hésitez pas à participer à notre conversation en nous appelant au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm. Bouton chat. Toutes les références de l'émission seront rendues disponibles sur la page consacrée à l'émission libreavou.org/274 ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez un podcast. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci de te joindre à nous. Alors Thierry, je l'ai dit, tu es journaliste Nouvelle Obs, tu tiens un blog AZDNet, bien connu je pense de nombreux et nombreuses libristes, qui s'appelle L'Esprit Libre, tu es un contributeur à Wikipédia. On va pouvoir parler de tout cela bien sûr dans l'heure à venir et puis d'autres choses aussi. Mais pour commencer ce parcours libriste, est-ce que tu voudrais bien peut-être nous dire comment s'est construit ton rapport à ce qu'on pourrait parler peut-être des technologies de l'information numérique, à tout cet imaginaire-là, parce que j'ai l'impression que ce terme pourrait peut-être être pertinent. Il y a deux aspects, je dirais. Il y a le côté fiction imaginaire et le côté pratique. Côté fiction imaginaire, moi je suis un lecteur et un spectateur de science-fiction depuis très 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 longtemps. Quand j'étais gamin, on m'offrait du Jules Verne, j'ai dévoré H.G. Wells, enfin donc les vieux classiques. Après ça, alors moi je suis un enfant des années 60, donc j'ai beaucoup lu la SF des années 70. On va dire des années 50 à 70, Philippe Cadic, John Brunner, Silverberg, Ballard, qui est vraiment un de mes chouchous. Et côté numérique, surtout Asimov, évidemment. Donc les robots, les 3 lois fondamentales, c'est vraiment des incontournables. Côté pratique, j'ai connu... J'étais au lycée de Jacques Decour à Paris et on avait une salle d'informatique dans si je dis pas de bêtises, à peu près vers 76-77. Alors pour dire aux générations d'aujourd'hui qui connaissent que des ordinateurs qui tiennent dans un téléphone, il y avait deux salles de classe. Il y en avait une où il y avait les unités centrales, à elles toutes seules, et une où il y avait les terminaux. Et mon souvenir, c'est qu'on pouvait faire de la programmation très très simple. C'est la seule fois de ma vie où j'ai programmé. C'était des programmes du type if, machin, zen, go, to, etc. Et j'avais fait un petit logiciel d'astrologie. C'est une confession numérique aujourd'hui, parce que c'était facile. Si vous êtes né entre le 20 août et le 20 septembre, vous êtes... je dis pas de bêtises, vous êtes vierge, etc., etc. Voilà, des conditions dans l'informatique, voilà, des conditions simples à paramétrer. Voilà, facile. Donc à l'époque, c'était les cartes perforées. C'est pour dire que c'était vraiment loin. Après, sont arrivés rapidement les années 80 et les disquettes. Tous ces formats qui ont disparu. Je crois qu'il y a encore en ce moment, je vous recommande une excellente exposition aux arts et métiers au CNAM sur les flops. Et dedans, il y a des choses sur l'informatique, notamment. C'est très drôle, c'est très instructif, c'est passionnant. Flop comme les floppy disks, peut-être ou... Flop, en général, comme les échecs, comme les ratages. D'accord. Comme les bonnes idées. Il y a un truc extrêmement drôle, par exemple, c'est le préservatif
en spray qui s'applique. Ce qui, on se dit c'est une bonne idée, mais il faut 2-3 minutes de pause pour que ça sèche. Ce qui suppose que monsieur reste dans de bonnes dispositions. Il y a des trucs de Trump dedans, enfin de son époque. Enfin bon, il y a plein de choses. D'accord. Voilà, c'est une incise, mais je recommande cette exposition. Je crois qu'elle est jusqu'au mois de mai. Elle est vraiment très très bien. Vraiment, c'est à la fois drôle et instructif. D'accord. Je vais regarder, parce que je pense que, en tout cas moi ça m'intéresserait d'aller la voir. J'en avais pas entendu parler. Voilà. Alors pour continuer donc à travers le temps, dans les années 80 vont arriver le Minitel. De mémoire, je crois que mon premier ordinateur, ça a dû être vers 91 ou 92 personnel, mais au boulot, ça a été en 89. Donc t'étais déjà adulte quand t'as eu ton premier ordinateur. Mon premier ordinateur, j'étais adulte, tout à fait. J'ai découvert ça dans la bonne vingtaine. Et puis voilà, et puis après ça est arrivé Internet qui a tout changé. Enfin, alors en général pour tout le monde, et quand on est journaliste, je pense encore plus. Moi, j'ai un parcours. J'étais alors, je n'ai pas fait d'école de journalisme. Et pas non plus d'école, ce que tu me disais quand on a changé. Tu es pas non plus technicien. Parce que pas du tout. Moi, clairement, je suis alors, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais pendant longtemps, il y avait un peu la scission, les littéraires ou les matheux. Moi, j'étais un littéraire. J'ai fait un bac à l'époque, ça s'appelait A, donc un bac de lettres avec des maths quand même. Et j'ai fait une fac de droit à Sas, une grande fac de gauche bien connue des Parisiens. J'ai fait une licence en droit et une maîtrise de sciences politiques, donc pas de rapport avec l'informatique. Et j'ai été d'abord en presse touristique. En fait, j'ai fait pas mal d'années dans la presse touristique, qui était un secteur qui a été assez rapidement informatisé, et qui a fait la bascule sur le net. Parce que quand vous alliez dans une agence de voyage, elle pouvait faire des réservations pour vous sur un avion, dans un hôtel, etc. Donc, il y avait d'énormes bases de données qui étaient accessibles en temps réel, et le passage à Internet, ça a été de connecter ça vers le grand public. Donc, moi, à l'époque, j'étais journaliste. Une de mes spécialités, c'était l'hôtellerie, notamment. Et j'ai commencé, à l'époque, dans les années 90, j'écrivais sur ce qu'on appelait le multimédia, donc les CD-ROM, le Minitel encore, qui a eu... Je pense qu'aujourd'hui, c'est la préhistoire vraiment, mais ça a eu beaucoup d'importance à une époque. Il y avait vraiment tout un écosystème là-dessus. Et vers 93 ou 94, j'ai dû faire mes premiers articles où je parlais d'Internet. J'ai eu mon premier accès à Internet comme abonné en 95. C'était l'élection de Chirac, c'était mon point de repère. C'est vraiment tout le début, parce que le web, c'est fin 80. Je sais plus quand Tim Berners-Lee... Je crois que le web, c'est 89. Oui, c'est ce que j'aurais dit aussi. Ouais. Et les premiers FAI, les premiers fournisseurs d'accès à Internet, grand public, c'est vers 94-95. Donc moi, j'étais abonné à un service qui s'appelait Calvacom, qui était un des tout premiers, qui, comme la plupart de tous les premiers, ont disparu, ont été rachetés, ont fait faillite. Mais c'était bien, c'était vraiment un tout petit monde. Voilà, que dire d'autre Du coup, en tant que journaliste, j'essaie de suivre ce que tu me disais, mais tu commençais déjà ton travail de journaliste avant l'arrivée, cette démocratisation d'Internet et du web, et donc tu as professionnellement aussi vu cette arrivée, notamment dans le milieu qui était le tien, quoi. Ouais, tout à fait, et qui a été un changement, incroyable. Je pense que les journalistes, les jeunes, je dirais les moins de 40 ans facilement, d'aujourd'hui ne peuvent même pas imaginer dans quelles conditions on travaillait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te donne un sujet que tu ne connais pas du tout, en 2-3 heures, moteur de recherche, Wikipédia, base de données du monde entier, tu débroussailles le sujet, tu vois quels sont les grands acteurs, les grandes problématiques, les grandes thématiques. Autrefois, tu allais à la bibliothèque où tu avais une bonne documentation si tu étais dans un grand journal, tu demandais des dossiers de presse qu'on t'envoyait pour les urgences, qu'on t'envoyait par motard à Paris. Aujourd'hui, c'est fabuleux. Internet a beaucoup de défauts à l'époque des Musk, des Zuckerberg et autres, mais ça a quand même beaucoup d'avantages. Et dans le cas de l'accès à l'information, c'est une catastrophe pour la presse payante, parce qu'il y a quand même la majorité de la presse, mais c'est une révolution formidable pour l'accès à l'information. Donc, oui. On va pouvoir parler, je pense, au fil de notre échange sur les évolutions notamment, mais c'est vrai que la promesse initiale est absolument extraordinaire en termes d'accès, de partage de l'information, de partage du savoir. Et moi, d'ailleurs, ça m'y fait penser. Moi, j'ai 40 ans. J'ai eu 40 ans cette année, donc moi, je me rappelle aussi. Alors, je suis un peu plus jeune, mais quand je faisais mes études, Internet était un petit peu en train de se démocratiser. Mais je voyais, c'était quand même encore un peu balbutiant. Je devais quand même aller à la bibliothèque. Moi aussi, j'ai fait du droit, donc j'ai parcouru beaucoup de la bibliothèque et j'ai fait une reprise d'études 5 ou 6 ans, je sais plus exactement. Après, pour me spécialiser en droit du numérique notamment. Rien que sur cette période, donc c'était en 2013 ma reprise d'études, et j'ai vu
l'incroyable évolution et la facilité à laquelle je pouvais accéder à des informations qui effectivement... Alors après, avant, j'avais appris à naviguer les bibliothèques, à naviguer les gros recueils d'ouvrages qui étaient disponibles. Et après, j'ai dû apprendre à naviguer certains outils informatiques. Mais aussi, c'était monté. Alors la fac devait payer des accès, etc. Enfin, c'était d'autres logiques ici qui se mettent en place. Alors je suis le chat. Alors Fred qui suit l'émission nous dit Calvacom, c'était le nom de la société qui proposait Calvanet. Une précision. Tout à fait. Et le clin d'œil du nom de cette société, c'était une référence parce que c'était des utilisateurs d'Apple. Et l'idée, c'est que le Calvados est fait avec des pommes. Et Calvados, DOS comme disque, c'est quoi? C'est Disk Operating System, c'est enfin système d'exploitation. Donc il y avait un gros clin d'œil geek à l'époque. D'accord. Tu es journaliste, tu travailles, donc tu t'es spécialisé dans le tourisme et plus spécifiquement sur le sujet de l'hôtellerie. Comment est-ce que, à partir de là, je pense que tu vas continuer un petit peu ton parcours, mais comment on en arrive finalement à un journaliste avec une lecture en tant qu'observateur? Parce que tu avais utilisé ce terme quand je t'avais proposé d'intervenir, c'est ça qui t'avait fait hésiter. Je trouve le terme très bien. Bref, comment tu en arrives Alors, ça va surprendre certainement une partie des lecteurs, des auditeurs, auditrices et surtout des lecteurs et lectrices de mon blog. Mais j'ai travaillé à Microsoft. Ça peut surprendre, mais c'était en 96, 97. Et en fait, à l'époque, Microsoft... Alors moi, je venais de la presse touristique, mais avec cette grosse inclination pour le numérique. À l'époque, je pense que les gens qui s'intéressaient à la fois au tourisme et à Internet, je pense qu'on était 3-4. Vraiment, enfin, on se connaissait tous. Et Microsoft, à l'époque, lançait une agence de voyage en ligne qui existe toujours, mais qui a pris son indépendance, qui s'appelait Expedia. Alors, ils l'ont lancé aux États-Unis, donc en 96, et ils avaient un plan de développement en Europe qui était dans cet ordre: Allemagne, Angleterre, France. Donc ils ont embauché du monde dans ces 3 pays. Donc en France, juste un journaliste, moi en l'occurrence, donc j'avais gardé ma carte de presse. Et le projet prenant du retard. Donc à l'époque, Microsoft était aussi fournisseur d'accès et faisait des contenus. Ça s'appelait MSN, Microsoft Network. Donc, faute que l'agence de voyage soit lancée, moi j'ai eu l'occasion de faire des articles en français et pour le site américain en anglais, sur des sujets variés, on va dire culture, tourisme. Et au bout d'une petite année, comme ils ont retardé le projet en Europe, du coup, ça s'est passé par un licenciement en bonne et due forme. J'en garde un souvenir plutôt sympa. C'était un peu un esprit start-up à l'intérieur de Microsoft, qui à l'époque était aux Ulysses, avec quelques gags. Il y a eu, je me rappelle, le lancement de la version de 6 de l'époque. Donc on doit être en 95 ou 96. Et le responsable du service voulait qu'on soit de bons élèves, donc on a été les premiers à l'installer. Sauf que, pratique Microsoft, merci, la première version était bourrée de bugs, et donc on a beaucoup ramé. Et l'autre gag, à un moment, c'est que de nos ordinateurs sautaient régulièrement, et en fait on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup trop de bécanes branchées, et que les plombs ne tenaient pas. Alors, c'est ballot quand on est une grosse boîte de techno. Voilà, mais bon, ça s'est été pendant 1 an. Après, j'ai fait un petit passage en presse financière. Après, j'ai longtemps été pigiste, CDD, beaucoup de choses, mais notamment avec ZDNet. Ce qui m'a amené à la création du blog L'Esprit Libre en 2009, donc ça fait maintenant 17 ans. C'était en février 2009. Voilà, on avait discuté à l'époque avec les responsables. Moi, j'avais proposé un blog sur les GAFAM, un blog sur Wikipédia. J'aurais adoré. On va reparler de Wikipédia, on sait que tu confirmais que c'était un aspect important de ta vie. C'est clairement une passion personnelle et professionnelle. On prendra le temps d'en parler. Et un blog sur le logiciel libre qui était cohérent, puisque quelques années avant, je l'avais donc fait la bataille du logiciel libre. Je l'avais fait avec Perline. On a fait on a fait Vote électronique. Perline, c'est le nom de... Alors Perline, c'est ma femme. Nous avons fait une fille et 2 livres dans cet ordre. D'accord. Je pense très réussis tous les 3, surtout la première. Et voilà, donc j'ai fait ce blog sur le logiciel libre, et donc depuis, au rythme de une bonne 40aine de billets par an, aussi bien sur la vie associative que alors parfois un peu sur le côté économique. Mais comme je ne suis vraiment pas technicien, moi c'est plutôt le côté stratégique, social, économique qui m'intéresse. C'est ce qu'on avait dans la bataille du logiciel libre. Notre bouquin, c'était vraiment l'histoire de comment est né le logiciel libre. Donc on parlait beaucoup de Richard Stallman et de Linus Torvalds, et ensuite de tout ce mouvement qui est né autour après. Il y a l'aspect économique, donc dit open source. Donc dans mon blog, en général, j'utilise les 2 termes parce que quand on parle côté marketing, les gens disent plutôt open source, mais qu'évidemment l'ambiguïté
Enfin, je pense que je pense que les gens qui écoutent cette émission connaissent la nuance et l'ambiguïté qu'il y a quand on dit open source. Dans le logiciel libre, on connaît les 3 fameuses libertés. 3 ou 4 4, oui. 4, oui, il y a la 0, 1. Voilà, on compte en informatique, on a bien commencé par le 0. Voilà, donc utilisation, modification, redistribution et lequel j'oublie, libre utilisation, libre étude. Libre modification et libre partage. Voilà. Et donc je suis arrivé par ailleurs, donc j'étais quand même beaucoup pigiste, ce qui est pas toujours facile. Et fin 2014, j'ai été embauché par Rue 89, qui était un pure player, donc un site d'information qui avait pris un virage d'information parlant de tout, mais sous un angle numérique. Ça veut dire quoi, pure player ? Pure player, c'est un média qui n'existe que sur Internet. D'accord. C'est vrai que ça se dit peut-être plus tellement. Je crois que j'entends souvent le terme, mais je ne sais pas s'il est familier pour toutes les personnes. Oui, non, voilà. tu as raison de demander la précision. Donc, typiquement, on va dire Mediapart, je pense qu'il est certainement un des plus connus, par différence avec des médias télé ou presse imprimée, comme le Nouvel Obs aujourd'hui, qui existent sur du papier ou sur l'audiovisuel et qui, par ailleurs, ont une déclinaison sur Internet. Donc, si je reprends là, donc tu as été pigiste une longue période, notamment avec ZDNet, avec qui tu as lancé ce blog qui existe toujours, puis tu arrives à Rue 89. Voilà, Rue 89. Alors Rue 89 avait déjà été racheté par le propriétaire de l'époque du Nouvel Obs, Claude Perdriel, qui avait vendu les 2 aux 3 propriétaires du Monde, donc Xavier Niel, Pierre Berger et Mathieu Pigasse. Donc rue 89 a eu une relative autonomie pendant 2-3 ans avant d'être totalement absorbé, de devenir quasiment la partie société du Nouvel Obs. Et moi, 1 an avant l'absorption totale, j'étais déjà passé au site web du Nouvel Obs, où j'ai fait différentes choses. Mais pour faire court, dans les 2 dernières années, je suis à Téléops, donc je regarde beaucoup de documentaires et j'écoute des podcasts pour en faire des comptes rendus dans nos pages programmes. Je participe de temps en temps, je fais des permanences web où là c'est l'actualité générale. Et parfois je fais des choses sur science-fiction. À une époque, j'ai fait RCST Rue 89. Pendant un peu moins de 2 ans, j'ai fait un blog science-fiction. J'ai adoré ça. Je pense qu'en pas loin de 40 ans de métier, c'est certainement le moment où je me suis le plus éclaté, parce que vraiment la SF est quand même un de mes grands plaisirs. Et dans le Nouvel Obs, j'ai fait pas mal d'articles sur Wikipédia. Donc, clairement, je suis wikipédien par ailleurs. Ça aide à comprendre comment ça marche. Mais comme sujet journalistique, c'est un sujet passionnant. Je veux bien te croire. Alors là, je compte, on a plusieurs, parce que tu as parlé de ton blog sur lequel j'aimerais peut-être qu'on revienne un petit peu. Tu as parlé d'un de tes ouvrages et on va aussi y revenir, et de ta passion pour Wikipédia. Du coup, je vais te laisser décider de quoi tu aimerais parler là tout de suite parmi... Ou sinon, je prends l'initiative. Vas-y, prends l'initiative. On va reprendre les choses un peu dans l'ordre. Donc, tu as parlé du blog là, qui avait été proposé. C'est toi qui as proposé à ZDNet ou ça a été une proposition, ou ça s'est fait assez... Ça s'est fait par échange. En fait, à l'époque, ils développaient pas mal de blogs. On m'avait proposé. Donc, on m'a dit, qu'est-ce que tu aimerais faire comme blog? Donc, comme je le disais, j'avais dit les GAFAM, Wikipédia. Franchement, Wikipédia était mon numéro 1 de préférence. Le logiciel libre. Et le logiciel libre, on dit, t'as fait un bouquin là-dessus. Donc, le logiciel libre, allons-y. D'accord. Si on prend dans l'ordre, on va parler de ton bouquin. Donc le bouquin, tu vas me rappeler le nom, parce que je l'ai en tête, mais je suis pas 100% sûr. La bataille du logiciel libre. La bataille du libre, 10 clés pour comprendre. Du logiciel libre. Non, parce qu'il y a un documentaire qui n'a pas le mot logiciel dedans, si je me souviens bien. J'ai pas dit libre, j'ai oublié un mot. Disons que je vais avoir des soucis avec le reste de l'équipe April si j'oublie le mot libre de logiciel libre. Alors qu'est-ce qui t'a motivé en plus? Donc c'est un bouquin que tu n'as pas écrit seul, tu l'as écrit avec ta compagne Perline. Qu'est-ce qui t'a motivé? Parce qu'on imagine que c'est pas une mince affaire que de se lancer dans l'écriture d'un livre. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre? Je pense qu'une des choses, c'est qu'à l'époque, notamment en travaillant pour ZDNet... Alors l'époque, on est sur quel... Tu peux nous rappeler? Alors le livre est sorti en 2004, et on a fait une 2e édition en 2006, un peu augmentée. C'était l'époque où les lobbies essayaient les lobbies du propriétaire, du logiciel propriétaire, essayaient de faire entrer en Europe une législation des logiciels sur le modèle américain, c'est-à-dire des brevets logiciels. Il y a eu une énorme mobilisation de tous les acteurs
libristes, mais pas que, d'un certain nombre d'acteurs associatifs, politiques et autres. Donc toute cette bataille s'est focalisée sur le Parlement européen. Et la grande chance de l'époque, c'est de trouver des politiques qui étaient à l'écoute, notamment Michel Rocard. Rocard, qui n'était vraiment pas un informaticien non plus, mais qui était très intéressé par le côté novateur et tous les enjeux qu'il y avait derrière. Donc, qui a beaucoup discuté, beaucoup échangé, et il était président de la commission culture, donc qui était en charge de ce dossier. Et il a mené vraiment la lutte contre ce projet qui a été abandonné. C'est un projet qui venait de la Commission européenne, de la partie industrie de la Commission européenne, puisqu'en fait, dans la commission, on comprenait à l'époque, il y avait vraiment des tensions et des désaccords parfois entre les différentes parties, et ce projet est abandonné. Mais du coup, ça me donnait l'occasion de voir de près, et à l'époque, j'ai eu l'occasion d'avoir pas mal de contacts, y compris avec des Allemands notamment. Il y a eu cette mobilisation européenne qui était vraiment intéressante, et on voyait que c'était quoi la formule tout à l'heure de Jean-Christophe, le numérique, entre le numérique et le politique. Je te la retrouve. C'est Les programmes informatiques ne sont jamais neutres, mais incarnent des visions politiques particulières. Voilà, c'est magnifique, c'est exactement ça. Et à l'époque, on se rendait compte avec Perline qu'il n'y avait pas, alors je crois qu'il y avait un livre, si je dis pas de bêtises, en français, qui était sorti quelques années plus tôt, et qui, à mon avis, était peut-être un peu plus technique que ce que nous, on voulait faire. Et du coup, on avait eu l'occasion de discuter avec François Gèze, qui était le patron des éditions La Découverte, qui est hélas mort il y a quelques années, qui était un éditeur extraordinaire, qui était un pur littéraire, mais qui s'intéressait beaucoup à ces questions culturelles et politiques derrière ces débats faussement juste techniques. Et du coup, qui nous a encouragé à faire ce livre. Donc on l'a fait, c'est un livre, c'est une collection dans laquelle il y a un côté, alors c'est des livres pas très gros, je sais plus, je regarde, j'en ai un exemplaire là, ça fait quoi? Ça fait 140 pages et quelques, en 10 parties, donc on essaie de faire très, très didactique. Il nous a beaucoup aidé dans l'écriture, notamment dans le séquençage du bouquin. Franchement, à l'époque, on avait eu pas mal d'audience, je pense que ça apportait, justement pour parler de logiciel libre, à des gens qui n'étaient pas dans l'informatique, ou qui l'utilisaient au quotidien comme à peu près tout le monde, et qui voulaient en savoir un peu plus sur c'est quoi les enjeux, tout en parlant, alors on parlait évidemment du côté européen, surtout dans l'édition de 2006, parce qu'il y a eu, entre les deux, je crois que c'était en 2005, l'abandon du projet de brevet logiciel, mais on parlait de ce qui se faisait dans d'autres pays, notamment au Brésil. J'ai eu l'occasion, c'est un très beau souvenir, on était allé avec Perline au forum au forum social mondial, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, oui. C'était à Porto Alegre pendant plusieurs années, et il y avait beaucoup de tables rondes sur l'informatique et notamment le logiciel libre, et c'était captivant, parce qu'à l'époque, alors on était déjà à l'époque c'était Lula, il y avait tout un mouvement d'équiper des favelas, donc les bidonvilles brésiliens, avec des ordinateurs sous libre, de former des gens. C'était passionnant. Vraiment, et donc on a eu l'occasion d'en parler donc dans la deuxième édition, si je ne dis pas de bêtises, de ce livre. Donc, est-ce que tu considères qu'il est encore pertinent si des personnes veulent, pour avoir des clés de compréhension? Oui, alors d'abord, je crois, à ma connaissance, il est dans un certain nombre de bibliothèques. J'aimerais plus, mais en tout cas, quand on cherche dans les catalogues, je vois même à Paris qu'il est dans quelques bibliothèques. Je pense qu'il en reste encore un peu chez l'éditeur. De toute façon, on va partager la référence, elle sera partagée sur le site. Donc voilà, si on veut, c'est un livre qui est pas très long, effectivement, je le vois d'ici, et qui peut donc être mis dans les mains si vous voulez sensibiliser des personnes pour les aider à comprendre le logiciel libre. Je pense que dans cette période, on a vraiment il est vraiment utile d'enrichir ce savoir-là pour résister un petit peu à l'époque, hein, je ne sais pas comment le dire mieux. Donc voilà, donc c'est une ressource, il en existe maintenant plus, heureusement, et donc cette ressource est encore d'actualité. On vous partagera la référence. Alors le brevet logiciel, c'est un des grands combats de l'April, hein, ce qu'on a identifié comme étant une des grandes menaces sur la liberté informatique. Il y a une autre grande menace que l'April a identifiée, qui est le vote électronique, alors dans les cadres pour les élections institutionnelles en particulier. Et donc c'est un autre sujet sur lequel tu as également écrit un livre avec Perline. Tout à fait, et sur lequel il m'est arrivé d'écrire un peu, pas beaucoup, mais un peu aussi dans le blog sur ZDNet. C'est pareil, le vote électronique, donc ça a été introduit en France par Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur, principalement dans les Hauts-de-Seine, puisque c'était son département fétiche.
Ça a été installé dans un certain nombre de villes, donc aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle et aux législatives de 2007. Il y a eu environ 1,5 million de gens qui ont dû voter sur des ordinateurs, sans avoir le choix. Il n'y a eu aucune consultation, ça n'est pas passé par le Parlement, il n'y a pas eu de consultation citoyenne, bien entendu. C'est vraiment un truc qui a été décidé d'en haut. Le vote électronique pose plein de problèmes. Je dirais le principal pour moi, c'est l'opacité. C'est-à-dire que moi, quand je vais voter. Je ne saurais trop encourager les auditeurs et auditrices à en faire de même. Entre le pire et enfin, même quand on n'est pas très chaud sur les candidats, il y en a toujours des moins pires que d'autres. Quand vous allez voter, ce qui est bien, c'est de faire le dépouillement. N'importe qui sait lire et compter, si possible écrire, mais même écrire n'est pas nécessaire. En tout cas, lire et compter, vous pouvez participer à un dépouillement et on peut vérifier que le vote n'est pas truqué. Un vote électronique, vous êtes face à un logiciel, un ordinateur. On vous dit ça a été vérifié par des spécialistes, super. Est-ce que les spécialistes sont compétents? Est-ce qu'ils sont honnêtes? Vous êtes devant l'inconnu total. Alors par ailleurs, ce qu'on rappelle dans le livre, il y a eu des cas de piratage, il y a eu des cas de bugs, quelques-uns célèbres, dont un bug en Belgique où il y avait eu, que je dise pas de bêtises, 4096 voix d'écart avec la normale. Et 4096 pour les amateurs de chiffres, c'est 2 puissance 12. Ce qui est donc indiqué qu'il y avait vraiment un problème informatique, c'était pas simplement un problème de piratage. En fait, l'explication qui a été trouvée après, c'était un rayon cosmique. C'est un petit rayon cosmique qui est passé par là, qui a déréglé la machine. Donc tout ça pour dire que le vote électronique, on a écrit ce petit livre pour raconter les enjeux, pourquoi c'est une fausse piste, c'est une très mauvaise idée. Alors depuis, ça a été en partie certaines municipalités, parce que c'est du ressort des villes en France, quelques villes sont revenues dessus, mais encore un certain nombre de villes, je crois on doit être à quelques centaines de milliers d'électeurs qui sont encore obligés, donc en 2027, qui vont probablement être obligés de passer par là. Macron, au début de son premier mandat, avait des velléités de généraliser le vote électronique. Oui, effectivement. Ouais. Dieu merci, il ne l'a pas fait, mais il n'est pas non plus revenu sur sur l'existant. Voilà, je ferai juste une petite incise là-dessus, c'est que contrairement à la bataille logicielle libre qui n'existe que en format papier, vote électronique, on l'avait fait sous licence semi-libre, c'est-à-dire que en papier, donc il était vendu c'était chez In Libro Veritas, petite maison d'édition qui a disparu, mais le PDF étant sous licence Creative Commons. On appelle ça non commercial, c'est-à-dire on demande aux gens de ne pas la vendre, mais par contre vous pouvez le donner. Et le PDF était accessible, donc je crois que je t'ai passé le lien sur la Wayback Machine. Je crois que vous en avez déjà parlé dans des émissions, mais archive.org est un site absolument fabuleux qui permet d'avoir une mémoire du web utile. Exactement. Le PDF est en lien sous le site Wayback Machine. Je vous encourage à aller consulter cet ouvrage, mais globalement aussi, utilisez ce lien pour découvrir Wayback Machine si vous ne le connaissez pas. C'est un outil très utile pour les journalistes, je l'imagine, très utile dès qu'on est militant ou qu'on s'intéresse à un sujet. Ça permet effectivement, il y a des captures tout au long de la vie des pages internet. Alors ça permet de retrouver des pages qui ne sont plus là, aussi de voir l'évolution dans le temps. Donc vraiment un projet fabuleux, au moins aussi important je pense que Software Heritage. Voilà, donc on le salue tout aussi bien. Fred a retrouvé le lien vers cette information, cette anecdote belge que tu partageais, donc on la mettra en lien de l'émission. Et pour finir sur le vote électronique, alors l'April a une position là-dessus, hein, même avec du logiciel libre ça ne marche pas pour des raisons que tu as pu évoquer. Et on avait reçu une chercheuse, une enseignante chercheuse spécialiste du sujet que tu connais peut-être, Chantal Anguehard. J'espère que je prononce mal son nom, désolé pour elle si c'est le cas. Mais en tout cas, qui était un échange passionnant. Elle était venue dans Libre à vous en avril 2022, dans l'émission 139. On partagera également le lien. D'accord, donc voilà, donc 2 ouvrages, je crois que c'est les 2 seuls. Voilà, c'est déjà très bien d'ailleurs. Donc 2 ouvrages que tu as pu publier. Donc on va pouvoir revenir peut-être donc au blog puisque tu as parlé. Donc c'est parce que tu as vu publier ce livre que ça a renforcé l'intérêt pour ZDNet de faire cette association, de proposer de parler du logiciel libre, voilà. Et notamment sous l'angle associatif.
Et c'est vrai quand on le lit, moi c'est les deux aspects moi qui, tu pourras me dire ce que t'en penses, mais qui m'apparaissent deux sujets qui me paraissent sortir beaucoup, c'est effectivement tout l'aspect communautaire, notamment avec Wikipédia. On voit souvent tu parles souvent de Wikipédia et puis des aspects communautaires du logiciel, et puis de la pratique et des pouvoirs publics et de la place du logiciel libre aussi dans les politiques publiques. J'ai l'impression que c'est un sujet, alors c'est peut-être plus récemment, mais j'ai l'impression que c'est un sujet qui revient quand même, que tu relayes. Oui, non, c'est un sujet que je relaye souvent. Alors, quand il y a plus d'actualité ou moins d'actualité, après, ça, quand on est journaliste ou blogueur sur ce genre de sujet, on est tributaire un peu de l'actualité en la matière. Déjà, je dirais un point, parce que on est à l'April, si je puis dire. Depuis longtemps, je suis quand même de près tout ce que fait l'April et ce que fait Framasoft, qui sont vraiment, et Wikimedia France, qui sont vraiment, en fait, dans mon domaine de prédilection, les associations les plus actives et les plus remarquables. Alors, je suis aussi ce que fait la Quadrature du Net, je regarde ce que fait la Dulacte et quelques autres. Et voilà, je crois que c'est le point principal. Alors, j'en profite pour te remercier. C'est vrai que tu relais aussi souvent quand on fait des communiqués sur certains sujets. Et pour nous, c'est aussi précieux d'avoir ce genre de relais dans les médias, quoi. Donc, j'en profite pour te remercier. Écoute, comme vous avez remarqué Fred la semaine dernière, on a un côté un peu récursif. Quelquefois, je cite l'April qui me cite. Parfois, on ne sait plus dans la boucle qui a commencé. C'est vrai. C'est l'œuf et la poule. Mais c'est bien. Je pense qu'on fait un travail utile respectivement. Oui, je t'ai coupé dans ton élan et j'ai perdu le mien, mais c'est pas grave. Donc le blog Week, donc là, observateur aussi de ce qui se passe au niveau des pouvoirs publics, du place du logiciel libre. Tu suis donc Framasoft, l'April, la Quadrature et tous ces assos qui font le. Donc tu continues là. Ça c'est un blog qui est encore complètement en vie. T'as des projets d'ailleurs pour ce blog ou pour toi, enfin dans le sens des angles que tu cherches creuser plus, comment tu... Alors vraiment, non. D'accord. Non, c'est vraiment au fil de l'actu. Je regarde. Alors je suis alors comme tout le monde, il y a tellement de réseaux sociaux et de sources que ça devient difficile. Mais je suis principalement sur Mastodon et sur Blue Sky. Après avoir abandonné Twitter l'an dernier, comme beaucoup de gens, parce que à un moment ça devient juste insupportable. Voilà. Non, pour ça, je suis. Quand on parlait des pouvoirs publics, tu vois, je regarde ce que fait la DINUM, les annonces récentes. DINUM, la Direction interministérielle du numérique. Voilà, vous êtes toujours bien de le rappeler. Les nombreux acronymes. Oui. Donc oui, les pouvoirs publics. J'ai eu l'occasion, comme ce blog, il y a donc je m'y perds 17 ans. En 17 ans, je crois que je l'avais rappelé dans un billet il y a pas très longtemps. On voit passer, on a l'impression qu'il y a des cycles où les pouvoirs publics disent il faut du logiciel libre, il faut plus. Donc ça a existé sous la circulaire Hérault, donc on était à l'époque sous la présidence Hollande. 2012, ouais. Voilà, il y a eu la loi, surtout le plus important, la loi République numérique qui était portée par Axel Lemaire qui était ministre à l'époque. En 2016, oui. Il y a eu, je crois, une circulaire avec Castex et donc récemment donc c'est une circulaire Le Cornu. Oui, sur les achats publics. Ouais. Je serais tenté de dire, en fait, parfois c'est un côté limite démoralisant, parce que quand même cette impression d'un éternel retour qui n'avance pas énormément. Et ce qui est plus réconfortant, alors on peut parler tout à l'heure de Wikipédia dans un autre domaine, mais moi je suis admiratif de ce qui est fait à l'échelle locale. Alors il y a d'abord des collectivités. Alors je cite souvent dans mon blog Échirol qui fait un boulot remarquable en la matière. Je salue Nicolas Vivant. Qu'on a déjà reçu plusieurs fois dans Libre à vous, et effectivement qui fait quelque chose, enfin ce qu'ils font à Échirol et ce que fait Nicolas Vivant à travers différents collectifs est assez formidable. Ouais. Tout à fait. Et ce qui est fait dans des établissements d'enseignement. Alors je pense, j'ai dû en parler plusieurs fois aussi dans mon blog, mais à la démarche NIRD, alors NIRD ou NIRD, pour numérique inclusif responsable durable, qui consiste à récupérer des ordinateurs, donc la plupart du temps sous Windows, donc des particuliers ou surtout des entreprises qui ont des ordinateurs un peu datés, dont ils veulent se séparer, qui sont complètement nettoyés, qui sont remis en état sous Linux ou GNU Linux pour
pour les purs et durs, et sous autres logiciels libres, et qui sont mis à disposition après. Alors ça peut passer par des associations type Emmaüs ou autres, pour des gens plus particulièrement qui en ont plus particulièrement besoin, ou à l'intérieur des établissements pour voir quels sont les besoins des élèves. Mais c'est un truc, alors ça a commencé dans les Hauts-de-France. Ça commence à essaimer dans pas mal de villes. Alors, il y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de parler de Blois, notamment, qui est actif là-dessus. Et ça, c'est vraiment passionnant. Alors, je trouve que quand je parlais du côté démoralisant de suivre l'actualité côté en haut, pouvoir public, je trouve qu'il y a toujours une sorte de paradoxe. C'est-à-dire que si on prend typiquement l'éducation nationale, d'un côté, on voit le contrat Microsoft qui a été renouvelé, donc je sais plus, c'est jusqu'en 2029, un truc comme ça, alors qu'il aurait pu s'arrêter, que c'est un énorme contrat. Ça, c'est côté ministère. Et à côté de ça, on voit dans les établissements des profs qui font un super boulot avec des élèves. Moi, j'avais l'occasion de rencontrer ces profs, je ne sais un peu du nom du collège des Hauts-de-France, mais qui étaient l'initiateur du mouvement. Et on voyait, et les profs et leurs élèves, on voyait des gens qui étaient passionnés, qui étaient porteurs du projet. On voyait des élèves, enfin, je sais pas, ils avaient genre 14-15 ans, ils étaient à fond dessus. Et c'était super chouette. Ça rendait vraiment le moral. Donc, quand on suit ça au long cours, et donc moi, si je compte depuis le début, c'est même au-delà du blog, donc ça fait une vingtaine d'années. Moi, je suis allé plusieurs fois à rencontre du mondial du logiciel libre, les RMLL. Donc, on doit être dans les années 2003-2006 par là. Et on se dit, mais ça n'avance pas vite tout en haut. Mais en même temps, on voit qu'il se passe des choses à la base et dans des collectivités. Donc, l'un dans l'autre, on se dit, bon, il faut s'accrocher. Non, mais on avance. Ça va jamais assez vite parce qu'on voit bien les enjeux et puis il y a une certaine urgence qui s'installe et il faut aller, on a besoin que ça aille plus vite, mais je pense que ça tend vers une direction, je sais pas, moi je suis arrivé à l'April en 2016, ce que j'ai pu percevoir dans ces 10 dernières années comme évolution aussi dans les discours, et mine de rien, c'est pas complètement anodin. On voit que maintenant, dès qu'il y a des débats parlementaires ou qui vont toucher au logiciel libre, ce n'est plus du tout, c'est une évidence dans toutes les bouches. Alors on trouve des nouvelles excuses pour pas faire, mais on est sorti de ce rapport un peu, le libre c'est pas sérieux, le libre c'est pas sécurisé. D'ailleurs, dans la circulaire sur les achats publics qui a été publiée récemment, c'est bien dit que au contraire le logiciel libre apporte et plutôt garante, enfin la transparence est plutôt garante de sécurité plutôt que l'inverse. Donc il y a des évolutions dans cette représentation. Alors après, de la manière dont c'est traduit en acte, là on peut se demander, on peut se dire il serait peut-être temps justement de traduire ça en acte un peu plus rapidement. Et autre chose sur l'éducation nationale, très bon exemple, et ce projet est super. Et on voit aussi ce côté main droite, main gauche, et c'est le plus gros des ministère de l'éducation. On sait aussi que la direction du numérique éducatif, la DNE, fait des trucs assez géniaux aussi. Ils sont très engagés sur le logiciel libre sous l'impulsion d'Audran Le Baron, et puis il y a Alexis Kaufmann, qui est qui était chez un des fondateurs de Framasoft et qui est un libriste convaincu, qui a rejoint cette DNE pour la stratégie du logiciel libre notamment, et je crois qu'ils soutiennent assez fortement ce projet NIRD. Donc heureusement qu'on a ces choses positives pour nous. J'ai eu l'occasion d'assister à tous les ans, il y a des rencontres organisées justement par cette direction et par Alexis. On voit plein de projets, dont certains qui fonctionnent super bien, qui sont portés par des profs. Et c'est ça qui est paradoxal. On se dit, mais ça devrait être le ministère tout entier. Ça devrait pas être juste une direction dans le ministère pendant que d'autres défendent ce que font certains. Et ça devrait être porté complètement parce que c'est passionnant. Le travail de certains, c'est des logiciels qui fonctionnent au lieu de payer des fortunes à des boîtes qui... je suis à bout de mots. Mais on voit, alors, je sais plus comment tu me l'avais formulé quand on a échangé en amont de l'émission, mais il y a quand même, depuis l'élection de Trump, et ce qu'il a pu mettre en lumière certaines lignes de fracture ou lignes de tension en termes de dépendance, en termes de questions, on va dire, alors, le terme consacré maintenant c'est l'autonomie stratégique, on parlait de souveraineté numérique avant. Là il y a une commission qui est très intéressante, qui est conduite à l'Assemblée nationale sur les vulnérabilités systémiques sur les enjeux de dépendance, portés par Cyrielle Châtelain et Philippe Latombe, qui mènent des auditions vraiment je trouve de bonne qualité. Et donc voilà,
ça met en exergue ça. Alors on voit la DINUM, tu en as parlé, là, qui va migrer ses postes vers du GNU Linux. Il y a des plans ministériels qui vont être conduits. En Allemagne, ils font des choses très intéressantes. Et puis globalement, voilà, la question à laquelle je voulais revenir, c'est depuis le temps que tu suis, alors on a un peu parlé côté pouvoir public, mais comment toi tu perçois plus généralement, on va dire à une échelle sociale, l'évolution autour de ces enjeux. Alors, question courte mais très 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 large, donc tu y réponds comme tu veux par l'angle que tu veux. Bon, heureusement qu'on a que de l'audio et pas de l'image, parce que je fais... je pense qu'on va pas faire de pause musicale pendant notre échange, comme ça on se laisse le temps de finir tranquillement. Oui, non, franchement c'est une question tellement vaste que je me sens désarmé. Je comprends. Ah, pourquoi tu me disais on peut remercier Trump en taquinant, mais... C'est vrai que j'avais dit ça, mais comme le fait remarquer dans sa cabine Isa avec beaucoup de guillemets. Oui. C'est une espèce de divine surprise maléfique. C'est-à-dire que oui, il y a tous les aspects monstrueux, ce qu'on appelle des technofascistes, et je pense que le mot n'est pas usurpé pour ce qui se met en place aux États-Unis, avec des résistances, heureusement. Mais le côté paradoxalement positif en Europe et y compris en France, c'est qu'on s'aperçoit effectivement de ces vulnérabilités. Ce que fait l'Assemblée nationale avec ce que tu rappelais avec Cyril Chatelain et Philippe Latombe est super intéressant, parce que quand on voit le degré de dépendance qu'on a, alors il y a le double aspect, il y a la sécurité des données. Bon, on rappelle souvent le Cloud Act ou le FISA, la possibilité pour des boîtes informatiques américaines de se voir obligées de transmettre des données sans le dire aux intéressés. Et il y a quelques mois, je crois que c'était Microsoft qui était auditionné, je sais plus si c'était au Sénat ou à l'Assemblée. Il y a un moment où la question précise avait été donnée, c'était est-ce que vous pouvez assurer que les données ne seront pas accessibles? Il avait dit je ne peux pas l'affirmer. Commission sur la commande publique qui avait beaucoup axé ses travaux sur la question de souveraineté numérique, et cette citation effectivement a été une des plus repartagées d'ailleurs, et elle est très parlante. Elle est impressionnante. Il y a le côté après de dépendance dans l'utilisation, et je crois que vous l'avez déjà cité dans l'émission, mais on ne le dira jamais assez, le cas de ce juge français, et d'autres juges d'ailleurs, Nicolas Guillou, oui. Voilà, et notamment donc ce français de la Cour pénale internationale qui se voit privé de plein de choses parce que tout ce qui est américain dans leur utilisation est coupé, comme s'ils étaient des terroristes ou des narcotrafiquants, parce que ça déplaît au gouvernement Trump. Et c'est pas juste le mail, c'est les moyens de paiement, il a des problèmes avec ses prestataires, avec ses assurances maladie. Il a été auditionné par la commission dont on parlait. Oui, c'est... Ça peut être des réservations, ça peut être des réservations, ça peut être du paiement. Enfin, on s'aperçoit qu'une montagne d'infrastructures sont sous dépendance. Oui. Tout à fait. Bon, et c'est l'occasion, voilà, peut-être d'agir là-dessus. J'ai une autre manière peut-être de te poser la question, puisque tu es amateur de SF. Moi, je pense que, alors je crois qu'Emmanuel Macron avait dit le contraire, mais moi je pense que c'était une ânerie. Pour moi, la science-fiction est éminemment politique, et elle parle beaucoup de ces technologies, de la place des technologies, il me semble. J'imagine que tu es toujours passionné de science-fiction. Comment tu vois l'évolution de la science-fiction à l'aune un peu de ces enjeux-là? Quelle place pour toi la science-fiction comme objet finalement littéraire et artistique pour interroger et comprendre ce qui nous arrive? Alors ça, c'est une question difficile que je t'ai pas préparée avant. Oui, non, mais je note que tu es lancé je suis taquin, excuse-moi. Dans une série de questions difficilement... On va revenir sur des choses plus concrètes après. On parlera Wikipédia, c'est ça. Mais je suis en train de réfléchir à ça. Tu vois, la curiosité, moi, quand j'ai commencé à me passionner par la SF dans les années 70, et j'ai continué à en lire dans les années 80, 90, etc. La science-fiction, c'était un peu comme le roman policier à l'époque, c'était un genre un peu compartimenté, c'est-à-dire, on dirait pour les 3/4 des gens, quand tu lisais de la SF, c'était quand même un peu de la littérature pas très sérieuse, les films de SF, enfin bon, les martiens qui se tirent dessus, c'est n'importe quoi. Et après, il y a eu une évolution, notamment, je dirais, Star Wars, clairement, qui, je pense, qui a fait beaucoup pour que la SF devienne générale. Et aujourd'hui, la SF, quand on voit les séries qui cartonnent sur les plateformes de streaming ou les films au cinéma, la SF, c'est devenu mainstream, je sais pas comment dire ça en français un peu plus correct, mais et on vit une époque, moi, quand je parle de ma passion pour Internet, quand Internet, je l'ai vu arriver, déjà j'en ai entendu parler avant et qu'ensuite j'ai commencé à l'utiliser, j'ai eu l'impression que la SF devenait de la réalité.
ou que la réalité était entrée dans la SF. Et j'ai cette impression, alors en plus il y a un décalage quand on est un lecteur de SF de longue date, mais autrefois je lisais des romans qui se passaient dans le futur, et le futur de ces romans c'était les années 80 ou les années 2000. Et ça fait un bail que à chaque fois que tous les débuts d'année, là on est en 2026, mais 2026 c'est une date de science-fiction, ça n'existe pas. J'ai le même sentiment. Avec une vingtaine d'années de plus, imagine, c'est encore plus prononcé, c'est impressionnant. Et souvent, mais ça je crois que c'est un classique, tout le monde le remarque, on a l'impression de vivre dans une dystopie. Y compris côté technologique. Donc, dans la SF, par exemple, des séries comme Black Mirror sont très révélatrices. La techno dans les années 50 et la SF, c'était quelque chose de joyeux et de positif. On se disait que tout irait bien. Moi, j'ai un souvenir, alors c'est hors SF, mais 1986, c'est l'année de 2 grandes catastrophes technologiques. C'est d'un côté Tchernobyl, toute une région évacuée, le mensonge des autorités, y compris en France avec le fameux nuage qui s'est arrêté à la frontière, et la navette qui a explosé. Alors il y a eu 2 fois, alors plus d'une vingtaine d'années après, il y a eu aussi une navette qui a été spatiale, qui a explosé et qui a tué ses astronautes. Mais en 86, c'était impressionnant parce que dans les années précédentes, je me rappelle des débuts des navettes, on voyait ça à la télé, c'était fabuleux. Ils disaient, une fusée qui se pose comme un avion, enfin c'était... Et puis là, une navette explose, en plus, manque de bol, il y avait des non-astronautes professionnels dedans, je me rappelle qu'il y avait une institutrice, je crois qu'il y avait ces gamins, ces écoliers qui regardaient ça et qui ont vu l'explosion en direct. Et ça, d'un coup, en 86, c'était ce moment où on s'aperçoit que la technologie, non. Et après, je pense que ça parle à tous les auditeurs et auditrices de cette émission, mais il y a tout l'aspect surveillance qui est devenu délirant. La vidéoprotection, comme disent les autorités qui ne parlent surtout pas de vidéosurveillance. Choix des mots, ouais. En ce moment, on voit le piratage général. On se demande tous les jours, c'est quoi le fichier du jour d'un service public ou d'une boîte qui va être piraté, parce qu'apparemment, il y en a tout le temps. Enfin, donc la science-fiction a été pendant longtemps une espèce un peu de système d'alerte. Moi, je suis un grand lecteur de Philippe K. Dick. Sur mes profils Mastodon et Blue Sky, j'ai même mis une citation de Dick c'était une phrase qu'il avait dite à sa solde venue en France. Il avait fait une conférence. Le titre de la conférence, c'était « Si vous n'aimez pas ce monde, vous devriez en voir quelques autres ». J'adore cette phrase qui peut s'interpréter de plusieurs façons. Mais Dick, dans ses bouquins, qui n'étaient pas du tout de la SF hard science, qui étaient plutôt des univers de malaise, d'individus en proie face à des dictatures, essayant de s'en sortir. Et je me dis, mais la SF avait un rôle un peu de vaccin ou d'avertissement, sauf qu'aujourd'hui on est dedans. Donc je pense que aujourd'hui la SF, j'aurais un peu du mal à définir son rôle aujourd'hui. En plus, la SF a explosé en quantité. Il y a tellement de genres de SF et tellement d'auteurs, y compris des pays qui n'étaient pas édités en France. Je pense par exemple, il y a de la SF africaine, il y a de la SF de pays d'Asie. Je pense côté Asie, comment s'appelle Le Problème à 3 corps, typiquement. J'ai pas encore lu, mais il paraît que c'est vraiment une des références modernes de la SF. Alors, j'avoue que c'est un énorme pavé. Je me suis contenté du début de la série, enfin de ce qui est arrivé en série pour le moment, mais je suis en train de perdre le fil de ma pensée. Je regarde l'heure. Alors, Isa me mentionne qu'il y a des science-fiction positives comme le Hope Punk. C'est vrai que je ne connaissais pas, mais elle m'a partagé. Le Solar Punk. Il y a le Solar Punk. Alors, j'ai vu, moi, récemment, je ferme vite cette parenthèse, mais une vidéo très intéressante de Bolchegeek sur le Solar Punk qui est un vrai genre et en même temps un peu une création, voilà. Mais j'avance parce que je vois qu'il est presque 30 et le lien que m'a partagé Isa, c'est un lien Wikipédia. Et j'aimerais qu'on ait le temps de parler de Wikipédia parce que c'est quelque chose qui est important pour toi et qui est important pour le monde en général et pour les livristes peut-être plus particulièrement. Comment t'es arrivé donc transition assez brutale, mais il faut qu'on en parle. Wikipédia, comment t'en es arrivé à Wikipédia? Qu'est-ce que Wikipédia pour toi? Alors Wikipédia, je dirais, c'est une des rares lueurs d'espoir sur le numérique par rapport à tout ce qu'on a pu espérer il y a un quart de siècle. C'est-à-dire que dans les débuts d'Internet, je veux dire 95, début des années 2000, j'étais vraiment dans le camp des naïfs, où je pensais que globalement ça allait être super, sans voir tout ce qui pouvait arriver. J'imaginais pas que les réseaux sociaux allaient pouvoir être utilisés comme des vecteurs de désinformation massive ou des relais de haine pour des ramassis de tarés.
j'avais j'ai vu monter le e-commerce, mais bon, ça me semblait normal. J'imaginais pas que ça allait devenir juste de la commercialisation, y compris des données personnelles, tout ce qu'on voit avec les GAFAM. Et Wikipédia, quand ça a commencé, alors d'abord à l'époque je travaillais, alors je sais plus si je l'ai mentionné tout à l'heure, mais dans mon itinéraire, après Microsoft, j'ai quand même bossé un moment au Journal du Net. Enfin, j'étais même à la création du Journal du Net. On était 2 ou 3 et quand je suis parti, on était déjà 15 ou 20. Donc ça, c'est 98-2000, c'était l'époque de la première bulle Internet. Et donc en 2001 arrive Wikipédia. Et donc on dit c'est un site où tout le monde pourra participer. Alors, moi j'avoue, j'ai haussé les épaules, comme à peu près tout le monde, j'espère, à l'époque, disant ça va être n'importe quoi, forcément les gens. Et en fait, en 2003, 2003-2004, quand avec Paline on a bossé sur notre livre sur le logiciel libre, on a beaucoup consulté Wikipédia, plutôt en anglais, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup, enfin c'est encore le cas aujourd'hui, mais aujourd'hui, même en français, il y a pas mal de contenu. À l'époque, il y avait nettement plus de contenu en anglais que dans les autres langues, et en tout cas en français. Et donc, en utilisant notamment Wikipédia, on se disait, mais c'est vachement bien. C'est vachement d'infos, c'est correct, ou en tout cas, quand on a des doutes, comme c'est sourcé, on peut vérifier. Et comme par ailleurs, moi j'ai fait beaucoup de relectures. Alors, je suis principalement rédacteur, mais j'ai aussi eu des périodes où j'étais surtout relecteur, et je suis très maniaque sur l'orthographe ou la typographie. Alors je précise parce que des gens me l'ont déjà dit sur Mastodon, mais sur la typographie, je ne suis pas un fanatique non plus. C'est-à-dire par exemple, moi je zappe les espaces pour éviter les sauts de ligne avec les 2 points ou les points d'interrogation qui se retrouvent à la ligne, donc je préfère les coller à l'américaine. Mais je sais que typographiquement, il faudrait mettre une insécable, je sais pas comment on fait dans Mastodon et j'ai la flemme. Pardon pour cette parenthèse. Donc, dans Wikipédia comme lecteur, je me suis aperçu, t'entends, une faute d'orthographe, un truc y a pas, donc il y a ce petit onglet modifier. Donc hop, je modifie, je me dis super, je peux corriger. Donc pendant un moment, j'ai fait quelques petites corrections, vraiment au fil de l'eau. Et puis à un moment, on finit par avoir envie d'en faire un peu plus. Donc ça, c'était fin 2005. Et là, j'ai créé un compte et je suis devenu contributeur. Alors j'ai beaucoup contribué les 2-3 premières années, parce que j'étais pigiste et que j'avais des périodes où j'avais plus de temps. Là, je regardais tout à l'heure, donc en une vingtaine d'années, j'ai fait 12 000 et quelques modifications. Alors, faut savoir que dans Wikipédia, une modification, c'est aussi bien quand tu crées un seul article qui fait 10 pages, mais tu le fais d'un coup en copier-coller ce que tu as préparé, ou si c'est une virgule que tu changes. Donc, c'est un indicateur très relatif. J'ai créé, je vais pas compter, mais j'ai créé quelques bonnes dizaines d'articles, principalement dans le cinéma. C'est vraiment une de mes passions. Alors, si on parle cinéma et SF, évidemment encore plus, mais pas que. La plupart des films pour lesquels j'ai créé des articles dans Wikipédia, c'était pas de la SF. Voilà, et donc je l'ai contribué à Wikipédia, donc essentiellement depuis 2005. J'ai eu l'occasion de suivre. Alors, en fait, ce qui est marrant quand on participe pas mal à Wikipédia, c'est qu'il y a quand même beaucoup de vie réelle autour. Il y a des groupes, parce que dans le jargon wikipédien français, on appelle les cabales, qui est une sorte de clin d'œil pour les gens qui disent, pour les complotistes qui disent il y a des complots, il y a des cabales. Donc les groupes d'utilisateurs qui se réunissent s'appellent eux-mêmes des cabales. Donc il y a la cabale, je sais plus, de l'Ouest ou les cabales bretonnes. Après ça, il peut y avoir des noms plus locaux. Et donc moi, étant parisien, j'ai eu l'occasion notamment de rencontrer pas mal de franciliens les premières années. Quelquefois, on allait juste boire un verre ou se faire un dîner et papoter. On parlait beaucoup de Wikipédia, mais parfois pas que. Alors c'était et à l'époque, alors je sais pas aujourd'hui, j'ai pas regardé récemment, mais j'avais l'impression que c'était beaucoup les utilisateurs étaient beaucoup une courbe en U, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens assez jeunes, beaucoup de doctorants, je dirais typiques, c'est quand même plutôt des gens qui avaient pas mal un bon niveau, un creux au milieu, et après une remontée, beaucoup de gens pas loin de la retraite ou retraités, parce que plus de loisirs, et qui contribuaient. Et du coup, je trouvais ça très intéressant. Alors, à l'époque, j'étais justement dans le milieu, et depuis, je suis en train de passer vers l'autre bout du spectre, mais je trouvais que du coup, ça donnait un mélange de génération et un mélange d'origine, de profession, d'angle, qui était super. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, que j'apprécie encore dans Wikipédia. Alors, il y a des côtés, tout n'est pas parfait, mais globalement, c'est un projet qui a énormément progressé depuis sa création, alors qu'il était, comment on peut dire, c'était difficile d'y croire. Je pense que j'étais pas le seul à être sceptique à l'époque. Un truc où tout le monde peut participer, on se dit mais ça peut pas marcher. Et pourtant si, ça fonctionne. C'est vraiment le triomphe d'un projet collaboratif, d'un projet qui n'est pas commercial et qui ne repose pas qui est gratuit et qui ne repose pas sur l'exploitation des données.
Dire Google, c'est gratuit, mais enfin, il bouffe vos données pour en faire tellement de choses. Et comment tu perçois l'évolution de Wikipédia? Alors on voit là, Wikipédia est quand même souvent, dans le viseur, comment je résumais ça, des forces réactionnaires qui voient dans Wikipédia une certaine menace, et on comprend, hein, c'est un projet collaboratif de partage de l'intelligence humaine, donc on voit comment ça peut menacer un projet fasciste, pour dire les choses aussi encore plus directement. Comment toi tu perçois tout ça à travers notamment ton... C'est clair que quand on prend un des plus grands adversaires, en tout cas certainement le plus riche par définition, qui est Elon Musk, Elon Musk n'avait pas du tout apprécié qu'il y ait des articles dans plusieurs langues sur son salut fasciste répété le jour de l'investiture de Trump l'année dernière. Un type comme Musk et globalement les technofascistes, qui sont des gens qui ne croient qu'en la force et en l'argent, vous voulez vous acheter de l'influence, vous achetez Twitter, et après ça, vous tordez ces algorithmes pour, par exemple, ce qu'on a vu pour les municipales, les tweets, je crois que ça s'appelle toujours des tweets, les tweets de Sarah Knafo avaient une visibilité énorme, bien plus grande, par exemple, que ceux de Rachida Dati, alors qu'elle avait, je sais pas combien, X fois moins d'abonnés, de followers. Donc, quand vous êtes face à un projet qui dépend d'une fondation, qui repose sur le don, qui repose sur le collaboratif de plein de gens et qui n'est pas sensible à l'influence ou à l'argent. Et qu'on peut pas acheter, qu'on peut pas acheter, j'imagine la frustration. Alors Musk a proposé, je crois, $1 milliard si Wikipédia se rebaptisait Dikipédia. On connaît le sens du mot Dick en anglais. Dommage, c'est aussi le nom d'un immense écrivain de science-fiction, Philip K. Dick. Donc on imagine la frustration de Musk qui ne peut pas racheter, qui ne peut pas faire pression là-dessus, et de tous ses petits camarades. Alors en plus, ce qui est frappant dans le cas de Wikipédia, c'est que c'est quand même aussi un site qui est comment on peut dire, censuré, bloqué sporadiquement ou de façon continue dans des dictatures. Il a été parfois en Turquie, il l'est régulièrement en Russie. Je crois qu'en Chine, c'est totalement banni parce que, évidemment, les autorités aimeraient bien bloquer. Enfin, la Chine, si on parle de Tiananmen, la Russie, on n'en parle même pas. Donc, quelle était ta question déjà? Sur Wikipédia, certes, mais... Non, si, le fait que Wikipédia soit la cible des personnes comme Musk, mais tu en parles, je pense que tu as répondu à la question. Je regarde l'heure, on avait parlé de plusieurs choses, peut-être évoquer ce que tu m'en avais parlé. Je pense que c'est un aspect, on connaît beaucoup Wikipédia, mais c'est pas le seul projet qui est porté par la fondation. Il y a aussi Wikimedia Commons, je pense que c'est toujours intéressant, pour j'en parler longtemps, mais au moins d'évoquer ce que c'est, parce que c'est aussi un aspect très important, je pense. Tout à fait, et surtout que c'est beaucoup moins connu, je pense même du grand public. Alors Wikimedia Commons, c'est la médiathèque ou la base d'images, de sons, de graphiques de Wikipédia. Voilà. Et tout est sous licence libre là-dessus. Voilà. Si vous avez besoin d'images, moi je l'utilise régulièrement et on peut y contribuer aussi d'ailleurs. On peut y contribuer, c'est une source extraordinaire, c'est d'une richesse fabuleuse. Il y a maintenant beaucoup de musées, d'institutions culturelles qui mettent dans Wikipédia leurs images notamment. Alors ce qui se développe, qui commence à se développer, y compris en France, où on était un peu en retard, mais ça, on le rattrape, c'est ce qu'on appelle des Wikimédiens en résidence, alors Wikimédiens ou Wikipédiens, en tout cas des personnes qui sont en charge pendant plusieurs mois de faire une sorte d'interface à la fois pour former les gens à utiliser Wikipédia et à contribuer à Wikipédia, à mettre des collections, à utiliser aussi des bases de données pour enrichir Wikipédia, et c'est vraiment le boulot nécessaire. Alors si on parle sur Wikimedia Commons, je pense des détails tout bêtes, mais en France, alors on a plus de 36 000 communes, je crois qu'on est à 32, 33 000 grâce aux fusions. Mais quand vous regardez, il y a beaucoup d'articles sur des villages où il n'y a pas ou très peu d'images. Typiquement des photos, la mairie, l'école, l'église, le monument aux morts, les cimetières. C'est une parenthèse, mais je suis un passionné de cimetières. La taphophilie, c'est ça? Oui, taphophile. Je crois que je l'ai même mis dans ma présentation. Si on cherche dans le Nouvel Apps, j'ai mis ce mot en me disant, en plus il y a un article sur la taphophilie dans Wikipédia, donc les gens peuvent chercher, ils trouveront les amateurs de tombes, enfin les amateurs de cimetières. C'est pas les morts qui nous intéressent, c'est la mémoire des morts. Ils ont été vivants un jour, il faut s'en souvenir. Je suis encore en train de perdre le fil de ma pensée. Je disais Wikimedia Commons, mettre des photos. Oui, juste pour boucler avec l'actualité et sur le spatial, parce que ça va avec la science-fiction, le spatial est un sujet que j'adore.
La NASA, depuis toujours, met ses images en licence libre. Et il y en a énormément. Alors quand on regarde dans Wikimedia Commons, il y a énormément de NASA, il y a pas mal de l'Agence spatiale européenne qui depuis quelques années l'a mis, met aussi sous licence libre, mais plus récemment. Et le CNES, donc le Centre national d'études spatiales, vient depuis je crois le début de l'année de faire un partenariat avec Wikimedia France, l'association, le chapitre français qui porte Wikipédia, et les projets associés. Et donc, le CNES, apparemment, va ça aussi, mais quand on voit dans Wikimedia Commons, pour le moment, en tout cas, il y a beaucoup moins de choses. Mais dans l'actualité récente, Artemis, en particulier, alors on peut chercher sur le site de la NASA les photos d'Artemis, mais on peut les trouver aussi dans Wikimedia Commons, qui sont rangées par catégorie, photos du système solaire, photos de la Terre, photos de la Lune, photos d'avant, pendant, après la mission. C'est waouh. Enfin, quand c'est les photos, je sais pas, le lever de Terre sur la Lune. Oui, moi j'adore aussi. Et ce qui est génial avec Wikimedia Commons, c'est qu'en plus les photos, les images sont souvent disponibles dans de nombreux formats différents en fonction des besoins, etc. Je vois que l'heure avance. Et pour finir, je t'avais proposé de réfléchir peut-être si tu as quelque chose à partager, qui soit en lien ou pas avec le logiciel libre. Voilà, est-ce que tu as un référent, un livre, série, podcast que tu veux, que tu aimerais partager avec les personnes qui nous écoutent? Alors, ça n'a pas de rapport avec le logiciel libre. C'est pas grave. Par contre, ça a tout à voir avec la science-fiction. Alors, je vais énormément au ciné. Enfin, énormément. J'y vais 3 fois par semaine. C'est pas mal, mais il y a plus. Donc, je vois pas mal de films de science-fiction. Et un de mes 2 films préférés, je l'ai vu 6 fois en 2 mois à sa sortie. C'est pour dire que c'est vraiment un film que j'adore. C'est Cloud Atlas. Donc le roman en français, parce que c'est adapté d'un roman, le roman s'appelle Cartographie des nuages de David Mitchell, superbe roman. Et le film qui a gardé son titre anglais, donc Cloud Atlas, donc par les Wachowski, qui ont fait notamment Matrix, et Tom Tykwer, donc c'est un film fait à 3. C'est un film fabuleux qui se passe dans 6 époques différentes, donc il y en a 2 qui relèvent de la SF. Ça va du 19e au 24e siècle. 2 des époques, c'est le 22e et le 24e siècle. Donc ça va jusqu'à l'effondrement de la civilisation. Le 22e siècle étant un siècle absolument horrible, et le 24e, on est après la catastrophe. Et dans la période la plus ancienne dans ce film, c'est donc le 19e, c'est l'histoire de l'esclavage. Et il y a un dialogue tout à la fin du film entre un personnage qui est le mal incarné, qui est le beau-père d'un des héros, qui est un esclavagiste, et son gendre qui veut lutter contre l'esclavage. Et donc pour son beau-père, une pure horreur, ça se passe dans les années 1830 aux États-Unis, et son beau-père essaie de le dissuader, il lui dit « Mais quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais qu'une goutte d'eau dans l'océan. » Et l'autre le regarde et lui dit « Mais qu'est-ce que c'est qu'un océan, sinon une multitude de gouttes d'eau ?» Et je trouve que c'est une belle citation. C'est une citation qui s'applique à beaucoup de choses, et quand on déprime, c'est une citation recommandable. D'accord. Cloud Atlas. Alors que j'ai pas dans la liste des choses des films que je voulais voir, et bah tu m'as donné encore plus envie de le voir. Merci beaucoup Thierry Noisette, voilà, observateur de l'évolution des technologies, du logiciel libre, de la culture libre. Un grand merci d'avoir pris ce temps d'échanger avec nous, et bon vent à l'esprit libre et à Wikipédia. Merci Thierry. Nous allons à présent faire une pause musicale. J'ai l'impression que je me suis tout le temps perdu dans le fil. Non, t'inquiète, c'était très intéressant. Voilà, ton micro était allumé, mais je pense que c'est l'intérêt des parcours libristes que de prendre des tangentes et d'avoir ce moment un peu de liberté pour discuter, d'avoir le temps de le faire. Nous allons écouter Girl from the City of Steel par Olizna. On se retrouve juste après, toujours sur Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. My love for you.
d'écouter un extrait malheureusement de Girl from the City of Steel par Olizena, disponible sous licence libre Creative Commons 0, ce qui se rapproche le plus en France d'un versement au domaine public. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Passons à notre dernier sujet. Donc pour notre dernier sujet, nous vous proposons une rediffusion d'une des humeurs de J, auteur du blog BD Grisbouille. Des frasques des GAFAM au mode numérique en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique, J partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être derrière les boutades de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Dans sa chronique de mars 2025, J nous parlait de l'obsolescence de Murphy. On l'écoute et on se retrouve juste après en direct sur la radio Cause Commune, la voix des possibles. Salut à toi public de Libre à vous. Alors si tu suis un peu des libristes en ligne, tu sais qu'on est souvent vent debout contre ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. L'exemple classique, c'est le téléphone qui n'a pas reçu de mise à jour depuis 5 ans et paf, plus possible d'installer de nouvelles applications. Très vite le téléphone devient obsolète et donc inutilisable, même si techniquement il est toujours en bon état. Évidemment, l'intérêt pour les constructeurs est de pousser au renouvellement du matériel et à la surconsommation pour accroître leurs profits. Ce qui n'est ni très éthique ni très écologique, mais je vous rappelle que c'est en général dû à la même bande de salopards qui s'accommodent tranquillement du fascisme galopant et n'hésitent même plus à balancer du salut nazi, décomplexé du bras droit. Bon, alors ceci étant dit, je ne vais pas vous parler ni de nazis ni d'obsolescence programmée aujourd'hui, ou plutôt je vais vous parler de ce qu'on pourrait considérer comme une certaine forme d'obsolescence programmée, mais beaucoup plus insidieuse. Je vais appeler ça l'obsolescence de Murphy, parce que j'ai pas trouvé de terme existant pour désigner ce dont je veux parler. Tu t'en doutes sûrement, ça fait référence à la loi de Murphy. Tout ce qui est susceptible d'aller mal finira probablement par aller mal à un moment donné. Pas toujours, pas immédiatement, mais sur le long terme, ça se vérifie assez bien. Et l'obsolescence, qu'elle soit programmée ou pas, en fait, c'est exactement ça. À un moment donné, tout finit par arrêter de marcher. Même en prenant soin d'un téléphone, il finira toujours par tomber en panne. Le pont le plus solide du monde finira par s'écrouler s'il n'est jamais entretenu. Et puis au bout d'un moment, tout le monde meurt. À la fin, le soleil s'éteint. À la fin de la fin, c'est la mort thermique de l'univers et tout finira dans un grand espace infini, vide, noir, glacé, immobile et mort. Ça va sinon, vous, la forme ? Bon, alors revenons à notre échelle et parlons des objets technologiques. On va estimer la durée de vie d'un appareil en probabilité. Si on a un objet très solide et fiable, on va avoir un pourcentage très faible de panne potentielle, 0,00, je sais pas combien de 1% dans sa première année de vie par exemple. Et si on a un objet un peu pourri, on va avoir 5, 10, 15%. Bon, ce que j'appelle l'obsolescence de Murphy, c'est le fait que ce pourcentage va mécaniquement augmenter quand on complexifie un objet. On pourrait résumer ça en plus un objet est complexe, plus il a de chances de tomber en panne. Et en fait, ça, c'est assez intuitif. Imaginons que j'ai un objet qui est composé de plusieurs modules et que chaque module ait 1% de chance de tomber en panne la première année après la fin de la garantie. Si vous avez un seul module, du coup, vous avez 99% de chance que votre objet passe la première année sans encombre. Mais plus vous ajoutez de modules, plus cette probabilité décroît. Bon, pour simplifier, on va supposer que les modules sont complètement indépendants et qu'une panne de l'un n'entraîne pas une panne de l'autre. Alors si j'ai deux modules, j'ai 99% de chance que le premier module ne tombe pas en panne, multiplié par 99% de chance que le second module ne tombe pas en panne, rappelez-vous vos cours de proba, ce qui donne à peu près 98% de chance de n'avoir aucune panne. Ce qui fait une chance sur 50 d'en avoir une, contre une chance sur 100 avec un seul module. Et si on passe à 10 modules, on passe à 0,99 puissance 10, soit 90,4% de chance de ne pas avoir de panne. Et donc là, c'est une chance sur 10 d'avoir une panne, quand même. Et puis mettons qu'on a un truc hyper complexe avec 50 modules, alors là je vous laisse faire le calcul, mais on arrive à 2 chances sur 5 d'avoir une panne lors de la première année quand même. C'est un peu la malédiction de la complexité. Même si tu as des super modules très fiables, le fait d'en avoir un grand nombre augmente mécaniquement la probabilité d'en avoir au moins un qui a un problème, loi de Murphy oblige. C'est pour ça d'ailleurs que les processeurs modernes qui ont des millions de transistors sont conçus pour pouvoir fonctionner même si un certain nombre de transistors tombent en panne. Et je parle d'obsolescence de Murphy parce que je vois une certaine tendance dans le monde technologique à proposer des objets toujours plus complexes. Un exemple, mon casque audio. Alors ce casque, moi je l'ai acheté pour deux choses.
Premièrement, pour jouer de la musique. Deuxièmement, pour avoir l'annulation active du bruit, ce qui est pratique dans les transports en commun pour, par exemple, masquer le bruit que fait un train quand il avance. Ça fait déjà 2 modules. La partie audio peut tomber en panne et la partie annulation de bruit peut tomber en panne aussi. Mais en plus, ce casque, il est Bluetooth. 3e module susceptible de tomber en panne. Il a des boutons pour régler le volume, pour changer de chanson et répondre aux appels d'un téléphone connecté. On peut grouper tout ça dans un 4e module. Et enfin, il a un détecteur d'oreille. Oui, il détecte si le casque est retiré pour mettre automatiquement en pause la chanson si c'est le cas. 5e module. Et ça, c'est juste un casque audio, c'est pas un vaisseau spatial. Bon, en plus, moi, alors autant le Bluetooth et les boutons, j'y tenais pas plus que ça, mais ok, c'est pratique. Autant personnellement, le module qui met la chanson en pause quand tu retires le casque, je m'en tamponne le coquillard. Je suis capable d'appuyer sur pause tout seul. Mais surtout, ce qui m'inquiète et m'agace d'avance, c'est qu'est-ce qu'il se passera le jour où ce module tombera en panne ? Parce qu'il finira par tomber en panne, loi de Murphy, tout ça. Alors si j'ai de la chance, le casque ne se mettra plus jamais en pause. Si j'en ai moins, il ne se mettra plus jamais en marche. Tout ça parce qu'on a ajouté une nouvelle couche de complexité dont je ne voulais même pas, mais qui apporte de nouvelles chances de tomber en panne. Bon, et puis dans ma démonstration, j'avais pris le cas où les pannes étaient relativement indépendantes, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, une panne peut entraîner d'autres pannes en cascade. Et quand je dis panne, c'est au sens large. Tu en as peut-être déjà fait l'expérience, c'est la fameuse imprimante scanner qui ne peut plus numériser de documents s'il n'y a plus d'encre. Non, ça n'a rien à voir, le scanner n'a absolument pas besoin d'encre pour numériser. Mais si l'interface est mal foutue, par incompétence ou par malveillance, les deux sont possibles, eh bien le message qui t'indique qu'il n'y a plus d'encre bloque toutes les autres fonctions. Bref, je pense que tu as pigé le principe de l'obsolescence de Murphy, mais alors maintenant, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, personnellement, j'ai toujours tendance à favoriser les objets simples et à fuir les usines à gaz qu'on nous vend comme le summum de la modernité. La cafetière connectée à commande vocale qui s'allume toute seule à 7h du mat et qui t'affiche tes mails sur son écran tactile, très peu pour moi. Moi, j'ai une Moka italienne, la cafetière de mamie, à l'ancienne, et à part changer le joint tous les 10 ans, honnêtement, il y a peu de pannes potentielles à prendre en compte. Après ça, on n'a pas toujours le choix. Par exemple, moi, j'ai pas de télé, mais je sais que c'est devenu quasi mission impossible de trouver une télé qui ne soit pas une smart télé, avec tout le cortège de conneries inutiles incluses, et donc son nouveau cortège de pannes potentielles. Ce qui peut un peu nous sauver dans ce genre de cas, c'est roulement de tambour, c'est le logiciel libre. Oui, bien sûr. Attends, on est à l'April, on n'est pas à l'April, là. Bon, alors c'est pas juste pour balancer un mot-clé, Le logiciel libre, ça peut vraiment aider contre pas mal de formes d'obsolescence, programmée ou de Murphy. Pourquoi ? Déjà parce qu'avec du libre, en général, on a le contrôle. En tout cas, vachement plus de contrôle qu'avec le propriétaire. Moi, une fois sur mon ordinateur, je me suis retrouvé avec une touche de clavier coincée. Enfin, la touche n'avait physiquement rien, mais mon ordi recevait en boucle le signal de la touche F6. Donc j'imagine qu'il y avait un truc cassé en interne. Plutôt que de racheter un clavier, comme j'utilise un système où j'ai le contrôle sur à peu près tout, GNU Linux, j'ai assez facilement trouvé comment désactiver ou ignorer la touche F6 au niveau du système. Vu que je m'en sers assez peu de F6, ça m'a pas vraiment manqué. Et donc, au lieu de jeter un clavier dont 105 touches marchaient sur 106, j'ai un peu repoussé l'obsolescence avec du logiciel libre. Et j'ai aussi souvenir d'un vieil iPod qui ne fonctionnait plus car le disque dur interne avait une partie corrompue qui, pas de chance, contenait le système d'exploitation, merci Murphy. J'avais réussi à y installer Rockbox, un OS alternatif pour baladeur MP3, OS libre, qui avait donné une seconde vie à cet iPod. Bon, il avait quand même fini par tomber définitivement en panne vu que le disque dur était en fin de vie, mais j'avais gagné quelques années, ce qui n'est pas rien pour un objet avec un prix d'achat et un coût écologique, tous deux conséquents. Pour mon casque, par exemple, si la détection d'oreille venait à déconner et à empêcher le casque de jouer de la musique, j'aimerais beaucoup pouvoir y installer un firmware libre pour désactiver cet élément logiciel. Même s'il marche d'ailleurs, j'aimerais bien désactiver cette connerie, parce que quand j'ai un bonnet sur la tête entre le casque et les oreilles, il a parfois tendance à ne plus détecter mes oreilles et donc à me mettre la chanson en pause de manière intempestive, ce qui est très très chiant. On revient en fait à l'origine un peu légendaire du logiciel libre avec la fameuse histoire de Richard Stallman qui voulait modifier le driver d'une imprimante pour réparer une panne. 45 ans après, les imprimantes font aussi scanner, elles ont un module Wi-Fi, un autre Bluetooth, elles peuvent commander l'encre toutes seules, elles ont 50 modules qui peuvent tous tomber en panne assez régulièrement et des drivers plus verrouillés que jamais. Alors du coup, Stallman, le logiciel libre, tu dirais plutôt que c'est un échec ou que ça n'a pas marché ? Bon, je troll un peu, le fait est que le logiciel libre, c'est un des rares trucs qui peuvent nous aider à reprendre le contrôle dans une industrie qui veut toujours nous vendre des trucs plus verrouillés, plus complexes et donc toujours plus fragiles, toujours plus jetables. Bref, installez du libre où vous pouvez, mais dans la mesure du possible, prenez même carrément des objets simples, durables et qui n'ont pas besoin d'OS pour fonctionner du tout. En gros, vive la cafetière Moka de mamie et salut.
Merci Di. Et ce qui me fait penser, j'ai envie de saluer nos amis d'Antanac qui sont juste à côté, qui récupèrent des anciennes machines et qui, grâce au logiciel libre, peuvent en proposer à quiconque en a besoin. Et il n'y a pas besoin d'être un informaticien ou une experte en informatique. Il y a plein de libristes ou d'associations qui sont prêtes à nous accompagner si jamais il y a besoin pour réparer notre clavier ou d'autres solutions. En tout cas, merci beaucoup. Puis je te dis au mois prochain pour une nouvelle humeur. Ouais, au mois prochain, salut. Salut Di. Nous venons d'écouter une rediffusion de l'humeur de J de mars 2025 intitulée L'obsolescence de Murphy et nous retrouvons J mardi 19 mai pour une nouvelle humeur. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Donc dans les annonces, samedi 2 mai de 14h à 18h à la Cité des Sciences à Paris, Electrocycle propose un événement de prise en main de smartphones en passage en système d'exploitation alternatif. Mercredi 6 mai de 17h à 20h à Saint-Étienne, comme le premier mercredi de chaque mois, un cyber-goûter est proposé pour apprendre, pour bidouiller et échanger au remue-ménage. Du samedi 30 mai 2026 à 10h au dimanche 31 mai 2026 à 18h auront lieu les journées du logiciel libre à Lyon, un des événements majeurs du logiciel libre en France. Et l'association Aldil y proposera un atelier d'aide à l'installation. Un formulaire d'inscription gratuit est disponible en ligne. Tout cela est en référence sur la page de l'émission libreavou.org/274. Et je vous invite à consulter l'agenda du libre également, l'agendadulibre.org, pour y trouver des événements en lien avec le logiciel libre ou la culture libre près de chez vous, ainsi que les associations qui les font vivre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Jean-Christophe Becquet, Thierry Noisette, J. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Isabelle Evani. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Sébastien Chopin, Élodie Daniel Girondon, Nicolas Graner, Languin, Julien Haussmann et bénévole à l'April et Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet. Quentin Gibaud, Théocrite, Tunui, bénévole à l'April ainsi que Frédéric Couchet. Merci également à Marie-Odile Morandi, le groupe Transcription qui permet d'avoir une version texte de nos émissions. Vous retrouverez donc sur notre site libreavou.org/274 toutes les références utiles de l'émission de ce jour ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour@libreavou.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 28 avril à 15h30. Notre sujet principal sera à nouveau un parcours libriste que j'aurai plaisir à animer. Je recevrai Sarah Trichet-Allaire qui, entre autres casquettes qu'elle partagera avec nous, a été signataire du pacte du logiciel libre dans le cadre des élections municipales 2026 à Saint-Nazaire. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct donc mardi 28 avril et d'ici là, portez-vous bien.